merci aux partenaires et au ministère pour les interventions précédentes. Les recommandations sont prises en compte et nous allons à la fin de cette journée avoir un rapport qui nous permettra de suivre tout ce qui a été dit et de s'assurer que ce rapport-là est disséminé et partagé avec tous les parties prenantes, mais aussi le grand public. Donc, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un résumé du rapport que nous avons, sur lequel nous avons travaillé du mois d'avril au mois de juillet. Et comme Leïti l'a dit, nous avons tenu l'atelier de validation en août dernier pour parfaire le document, prendre en compte les recommandations, les retours des partenaires et différents acteurs qui étaient présents, que ce soit le secteur public, privé, la société civile, les médias et les universitaires. Donc cette recherche, en fait, elle se focalise sur l'ingérence et la manipulation étrangère par le biais de l'information au Sénégal de 2019 à 2024. Et nous avons travaillé avec Emmanuel Dior, Mamadou Diop, journaliste, Emmanuel Dior, juriste, et le professeur Silla Sow pour les recherches sur le terrain et les analyses du cadre légal. In fine, donc, nous avons 3 axes principaux que je vais présenter aujourd'hui. Et pour ne pas être long, je vais rapidement survoler les vulnérabilités et ensuite me focaliser sur les stratégies d'ingérence et les acteurs étrangers, c'est-à-dire spécifiquement les résultats, et parler ensuite des recommandations. Donc pour les vulnérabilités, nous en avons identifié 3 principaux. Il y a les vulnérabilités technologiques. Tout à l'heure, on a parlé de désinformation, de manipulation de l'information pendant les élections. Et pour ça, nous avons des exemples. Donc, l'exploitabilité des technologies numériques dans le cadre des élections, la modération incohérente et laxiste des plateformes et un marché de la publicité politique non régulé au Sénégal, surtout lorsque ça se passe en ligne. Donc, vous voyez, entre parenthèses, nous avons mis catalyseur 12, 13, incitation 2. C'est sur la base de la méthodologie que IDEA International a développée pour analyser les FIMI que nous avons fait ce travail-là, qui est une méthodologie très bien structurée. Donc, nous avons utilisé pour analyser, faire l'état des lieux de ce qui existe au Sénégal et ensuite faire des recommandations. La deuxième vulnérabilité, elle est médiatique. Et pour ça, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a la dépendance économique. Les modèles économiques des différents médias ne sont pas les meilleurs. Il y a un manque de pluralisme et d'indépendance. Et ce manque de pluralisme-là, ici, est en partie lié au fait qu'il y a des propriétaires des médias qui sont en même temps acteurs politiques et qui sont des fois accusés d'utiliser leurs médias pour faire leur propre communication, promotion et propagande. Et aussi, nous avons noté un alignement sur l'influence étrangère. Et ça, particulièrement, c'est la reprise automatique des productions, que ce soit des articles, des vidéos, reportages vidéo ou reportages radio. Lorsqu'il y a des partenariats signés entre une agence étrangère et des médias au Sénégal, il n'y a pas nécessairement ce regard-là de vérifier si les articles ou productions de presse repris ont une implication sur l'espace local, surtout en période électorale. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons noté.
Il y a aussi une polarisation de l'espace, ça on l'a noté depuis des années au Sénégal, la polarisation de l'espace médiatique, et il y a aussi ce qu'on appelle post-vérité, donc qui est davantage amplifié par le numérique. Tout à l'heure, j'ai parlé des propriétaires militants, donc nous avons principalement Youssou N'Dour avec Futur Média, Bougane Gueye Dany avec des médias, et Walfadjri, c'est de l'époque surtout de Sidi Lamine Niasse qui prenait des positions vraiment radicales et très claires par rapport aux autorités de l'époque. Donc la troisième vulnérabilité que nous avons notée, elle est institutionnelle, elle est légale. L'analyse du cadre juridique a indiqué qu'il y a beaucoup de lacunes par rapport à l'information étrangère, elle n'est pas très claire. Il y a des lois qui sont assez obsolètes, par exemple sur la publicité. Il y a l'absence aussi de prise en compte des plateformes numériques ou bien des influenceurs qui sont utilisés pendant les périodes électorales pour faire de la promotion d'un candidat de façon déguisée. Et il y a aussi la limite du mandat du régulateur CNRA. Donc les régulations se focalisent davantage sur la presse écrite qu'en période électorale. Donc après avoir parlé des vulnérabilités, maintenant je vais parler des stratégies d'ingérence, en tout cas les résultats de l'analyse que nous avons faite. Il y a une ingérence numérique qu'on a notée de 2019 à 2024. Et elle est diversifiée, si je peux utiliser ce terme-là. Maintenant, pour ce qui est des techniques de manipulation qu'on a notifiées en faveur d'un candidat, ici en 2019, c'était spécifiquement en faveur du candidat président sortant Macky Sall. Donc, il y avait du micro-ciblage électoral basé sur les données. Il y avait l'amplification artificielle avec les bots et autres. Et il y avait des PSYOPs, donc des opérations psychologiques. On peut donner l'exemple la plus récente, c'est lorsque l'actuel Premier ministre avait été accusé d'être salafiste, qui a été repris plusieurs fois. Et il y a la censure de contenu critique, ça spécifiquement en 2023, par Meta, parce que c'était lors de la campagne Diamaguène 3e mandat. Il y avait une compilation de vidéos de déclarations de Macky Sall qui se prononçait contre le 3e mandat qui a été publié, mais que Meta a censuré en disant qu'elle le considérait comme un discours de haine, parce qu'il y avait un émoticône qui a été utilisé pour accompagner la vidéo. Donc, il y a la manipulation des données électorales ou le redécoupage de certaines circonscriptions avant les élections qui créent souvent la confusion en termes de où on doit voter, où se trouve son bureau de vote. Et ça, on le lie au micro-ciblage et l'utilisation des données en fait, pour mener les campagnes. Donc, le deuxième point, c'est les acteurs étrangers impliqués. Donc, c'est surtout des sociétés privées qu'on a notées. Il y a Archimède Group. Donc, en 2019, Meta avait publié qu'elle a suspendu plus de 800 comptes de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, parce qu'il avait noté que ces comptes-là étaient des comptes qui ont été créés pour se présenter comme des influenceurs ou bien des journalistes sérieux, alors que c'était utilisé pour mener des campagnes de communication en faveur d'un candidat. Il y a aussi la stratégie d'influence de l'agence de communication et d'influence nigériane Statecraft. Je pense que les Sénégalais savent connaissent le slogan « Un Sénégal pour tous ». Donc, il y a toute une campagne en 2019 qui a été menée autour de ça. Et c'était une stratégie de cette agence de communication nigériane, donc en faveur du candidat Macky Sall. Et aussi, en 2019, il y a Spalien qui a utilisé les données
et qui a même indiqué qu'ils ont dû demander à des structures publiques de partager leurs données avec eux. Et le partage de ces données-là leur a permis en fait d'identifier les comportements des électeurs, leur religion, leur ethnie, où est-ce qu'ils se trouvaient. Et cela a permis en fait d'aider le candidat Sall lors de sa campagne en faisant une campagne un peu plus ciblée selon les besoins de la communauté qu'il voulait convaincre. Donc il y a en 2022, Macky Sall avait signé donc un partenariat avec une agence de lobby internationale pour redorer son image au niveau international. Et pour cyberattaque de 2023 de Anonymous, bon, elle peut être considérée comme une implication étrangère ou non, selon, mais le gouvernement d'alors a senti le besoin, en tout cas, de faire une déclaration pour fustiger cette ingérence étrangère-là dans la crise de l'époque, donc à la veille des élections. Maintenant, nous allons parler des pouvoirs. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est les plus marquants qu'on a voulu mettre en avant pour un peu indiquer. Et ici aussi, avant d'aller plus loin, c'est juste pour indiquer que le rapport indique bien qu'il y a des opportunités et des menaces qui peuvent être exploitées pour manipuler et influencer. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces organisations-là sont en train, ou bien ces États-là sont en train vraiment de le faire. Donc la conclusion de l'analyse, c'est que des opportunités existent et ces opportunités-là peuvent être exploitées par des étrangers. Donc nous allons commencer. Et autres qui ont été créés, il y a le PAI que beaucoup connaissent de l'époque, donc qui ont une certaine... en fait, ils sont à l'aise avec la culture russe parce que pendant ces programmes-là aussi, au-delà des études, il y a l'apprentissage ou la compréhension de ce que c'est la culture russe. Très récemment, il y a eu une semaine des STEM qui a été organisée par l'ambassade de la Russie. Donc, c'est aussi des opportunités d'échange et avec en fait, les Sénégalais en général de différents secteurs. Et celui-là, c'était vraiment une opportunité. Ici, c'est brièvement que je montre parce que c'est plus détaillé dans le rapport. Ensuite, pour ce qui est de l'influence médiatique, nous connaissons les plateformes pro-Kremlin qui existent. Il y a les officiels, Sputnik, RT, il y a Afrique Média qui fait de la propagande russe et anti-impérialiste occidentale, souvent. Donc, elle est assez connue pour ça. Il y a Africa Stream aussi qui mettait en avant des contenus sur la souveraineté africaine, le panafricanisme et tout, mais d'un autre côté, redorer le blason tout le temps de la Russie et de toutes ces structures. Et Africa Stream n'existe plus, n'existe que sur Twitter, mais tous les autres comptes ont été fermés depuis l'année passée. Il y a aussi les trolls et les botnets. Ici, c'est des récits anti-français, pro-putsch, qui ne viennent pas nécessairement du Sénégal, qui sont écrits en français, mais qui ciblent le Sénégal en changeant un peu le narratif pour renforcer en fait le sentiment anti-français qui pourrait exister. Donc souvent, ces trolls et ces botnets sont dans la sous-région ouest africaine. Pour ce qui est du Sénégal, elle est un peu plus timide, mais si on compare avec les autres pays de la sous-région, c'est un peu plus développé là-bas. Donc, il y a les relais locaux. L'ONG Parade, je pense que Bilal, récemment, vous avez fait une analyse sur l'ONG Parade. C'est une ONG panafricaine qui est dans 15 pays et qui récemment se retrouve à faire une tournée dans la sous-région pour organiser des rassemblements pro-russes et qui attisse en quelque sorte ce sentiment-là d'anti-impérialisme occidental pour présenter la Russie comme une alternative favorable aux Africains.
Et un autre point par rapport à l'ONG Parade, c'est que son président, en fait, est un acteur politique aussi au niveau local. C'est le président ou secrétaire général de Convergence libérale, qui est un mouvement politique qui existe, je pense, depuis 2011 ou bien avant, et qui a eu à prendre position à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles au Sénégal. Maintenant, pour les relais locaux, il y a les anciens diplômés, des cadres marxistes-léninistes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des opportunités qui existent et qui peuvent être exploitées à des fins de manipulation et d'ingérence. Pour ce qui est de l'influence française, la France, c'est l'ancienne colonie, donc sa relation avec le Sénégal est très entremêlée. Donc, il y a, pour les Français, le soft power français, la coopération internationale, nous avons, institutionnelle plutôt, nous avons AFD qui s'occupe de développement, nous avons les SCAT, donc c'est les instituts qui s'occupent de coopération culturelle, les instituts français qui s'occupent aussi des programmes de bourse et autres qui sont là. Et il y a OIF aussi qui est un représentant indirectement, même si c'est une organisation francophone, en fait, des intérêts français. Pour ce qui est des médias d'influence, ici, ça c'est un point assez important parce que si on regarde RFI, les personnes qui les suivent sont principalement africains. Je pense qu'ils avaient dit qu'ils ont 22 millions d'écouteurs par semaine, principalement venant d'Afrique. Donc ça montre l'influence de RFI et de France 24, qui font partie de France Media Group, donc qui est aussi sous la tutelle du gouvernement français. En 2019, on se rappelle de l'accusation de partialité qui a été faite à l'encontre de RFI et de France 24 parce qu'ils avaient été accusés d'avoir annoncé les résultats des élections de 2019 parce qu'ils avaient fait une émission pour parler des différentes tendances qu'il y a. Donc c'était un peu chaud. Et c'est pas nouveau. Hein. Pour ce qui est de l'influence française, pendant chaque élection, souvent on demande qui est le candidat français. Donc lorsqu'il y a des élections présidentielles, il y a souvent ces petites remarques-là, des individus qui sont identifiés comme étant des candidats de la France ou non. Maintenant, il y a la présence stratégique. Il y avait les accords de défense, de sécurité, la présence militaire qu'il y avait jusqu'à récemment. Donc ça, c'était aussi une présence assez stratégique de la soft power française parce qu'il y avait des collaborations entre les deux armées et autres. Pour ce qui est de l'influence chinoise, elle est la plus discrète. Elle est très discrète par rapport aux autres parce qu'elle se focalise sur les partenariats médias principalement. Donc il y a Hiansu, c'est l'agence de presse, il y a Seneweb. Hiansu avait signé un partenariat avec APS et Seneweb, donc de partage de contenu. Tout à l'heure, je disais que des fois, il y a un partage mécanique sans prendre le temps de regarder est-ce que ce contenu-là aura des implications FIMI sur le terrain. Donc, il y a China Media Group et RTS, donc il y a une diffusion de séries aussi chinoises. Et ici, j'aimerais aussi noter l'importance en fait de tout ce qui est cinématographie et toutes les lois en fait qui gèrent ça pour qu'aussi à leur niveau qu'ils puissent garder qu'il y a des possibilités d'influence et de manipulation venant de l'étranger. Donc, comme toutes les grandes puissances, la Chine organise des voyages de presse à Pékin pour montrer un peu la culture, comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Ce n'est pas particulier à la Chine parce que les autres grandes puissances ou ambassades le font aussi. Donc, c'est aussi des moyens de pouvoir influencer indirectement des individus, surtout des acteurs stratégiques. Pour ce qui est de la Chine, sa présence est surtout aussi notée par rapport au contrôle des infrastructures. Donc, il y a le TNT, satellite média. Il y a le data center de Diamniadio qui a été construit par Huawei. Il y avait eu le test de 5G avec Sonatel. C'est passé par Huawei. Il y a Tecno qui est souvent utilisé au Sénégal, mais qui est connu pour collecter les données des utilisateurs des smartphones.
Donc là, j'ai parlé des résultats. Maintenant, je vais me focaliser sur les recommandations. Principalement, on a des recommandations pour 4 grands groupes. Nous commençons par le cadre légal et réglementaire. Donc, dans le rapport, il y a plus d'informations sur des recommandations qui sont actionnables. Donc, ici, quand on parle de régulation, il faut toujours garder en tête que ça doit être des régulations qui respectent les droits fondamentaux. Par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association. On ne veut pas qu'on se retrouve avec des lois qui portent atteinte aux droits fondamentaux en essayant de gérer ou contrôler les FIMI. Donc, nous avons recommandé la mise en place d'une autorité de régulation des médias. Elle existe déjà, mais elle a besoin d'être renforcée en termes de moyens, technologiques surtout, et en termes de personnel aussi. Et même s'il faut amender la loi pour étendre davantage son mandat, c'est quelque chose en tout cas à prendre en compte. Et aussi, nous faisons une recommandation sur l'adoption d'une norme sous-régionale sur l'intégrité de l'information. Nous sommes actuellement dans une société de l'information où un seul pays ne peut pas régler son problème parce que Internet n'a pas de frontières. Donc, il faut aussi, au-delà des règlements au niveau national, penser à la sous-région peut-être ouest-africaine et même au niveau continental. Une des forces de l'Union européenne, c'est sa capacité vraiment à passer des lois qu'elle peut imposer aux GAFAM. Quatrième recommandation, donc, c'est encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il existe déjà une stratégie nationale et encore une fois aussi, en encadrant cette utilisation-là, elle doit garder en tête le respect des droits humains, contextualiser et prendre en compte les réalités sénégalaises. Les recommandations aux institutions publiques, donc il y a la création de cellules de veille FIMI qui pourraient être sous la primature ou bien sous le ministère. La surveillance des stratégies de soft power, c'est-à-dire le partenariat média et les échanges, programmes de bourse et tout. Et il y a aussi l'encadrement du micro-ciblage pendant les périodes électorales, notamment par la CDP. Et on demande aussi, c'est l'opportunité en tout cas de demander que la CDP ait plus de moyens en termes de ressources financières et de ressources humaines pour pouvoir faire son travail pleinement. Et en plus, il y a la formation des agents du public, c'est-à-dire les fonctionnaires, pour qu'ils comprennent davantage c'est quoi les FIMI, mais aussi c'est quoi la désinformation, et qu'ils puissent, dans leur interaction avec des étrangers en général, qu'ils puissent bien voir et comprendre les subtilités qui peuvent exister. Pour ce qui est des recommandations pour les médias et les journalistes, il y a le renforcement des formations, surtout en fact-checking au sein. Ça existe déjà, mais ce n'est pas assez. Il faut en faire davantage. Donc, nous recommandons aussi l'amélioration de la gouvernance et de l'indépendance économique des médias, parce qu'un des problèmes que nous avons remarqué, c'est le modèle économique, je l'ai dit tout à l'heure, le manque de financement. Comment est-ce que générer des revenus pour pouvoir être des médias assez indépendants, de contribuer comme il faut ou garder ou travailler en respectant la déontologie. Et le développement des chartes de transparence, par exemple, si un média reçoit un financement ou est en partenariat avec toute structure privée, publique, que ce soit au niveau local ou étranger, que ceci a été financé par un tel, au lieu de, des fois, de garder, il y a ce flou qui n'est jamais clair si c'est un public reportage ou bien si c'est un reportage un peu indépendant. Et dernièrement, donc, c'est sponsorisés et médias à financement d'États étrangers. Parce que les contenus qui sont repris par nos médias nationaux ou bien privés, au niveau, en fait, publics nationaux ou privés, ils doivent indiquer à tout moment que c'est un contenu qui vient d'ailleurs. Si c'est financé aussi par des étrangers, cela doit être spécifié. Maintenant, pour ce qui est de la société civile, ce qui nous concerne, nous,
c'est la création de cellules nationales de veille FIMI. Donc, il y a l'observatoire qui a été mentionné par M. Kanouté. En fait, je pense que c'est là, au sein de l'observatoire, que ce travail devrait se faire, qu'il y ait plus d'analyse, qu'il y ait en même temps du monitoring aussi sur ce qui se passe. Là, il y a la société civile qui travaille déjà, mais aussi nous avons besoin que l'État s'implique, surtout le ministère de l'Éducation, le ministère qui s'occupe de l'innovation, de la recherche, pour amplifier davantage ce qui est en train d'être fait, parce que nous savons que la majorité de la population ne parle pas français, ils n'ont pas nécessairement accès à la télé. Vous avez parlé de radio communautaire aussi. Trouver des moyens, en tout cas, de décliner les contenus d'éducation au numérique ou d'éducation aux médias pour qu'au niveau des radios communautaires, ils puissent les reprendre et sensibiliser davantage les citoyens, pas seulement pour les FIMI, mais aussi pour la désinformation en général. Et troisième et dernière recommandation, donc, déploiement d'outils collaboratifs de vérification citoyenne aussi. Ça, c'est quelque chose, outils tech, mais aussi des citoyens un peu plus qui comprennent davantage de quoi il s'agit et qu'ils puissent aussi contribuer à la vérification de l'information, qu'ils puissent aussi identifier les risques, menaces de FIMI qui peuvent exister. Donc, j'ai parlé rapidement. C'est 77 pages, donc c'est assez long, mais j'ai voulu juste faire vraiment un résumé succinct sur l'essentiel. Il y a beaucoup d'exemples, surtout au niveau des résultats, il y a beaucoup de détails par rapport aux exemples qui ont alimenté en fait les recommandations qu'on a eu à vous présenter, et je vous remercie.